je veux que tu m'en parles parce qu'on s'est eu au téléphone avant la trad et bah écoute, on y est, hein, c'est cocasse. Avant la trad officielle, on a pensé au cœur d'Elbaf et on s'est dit attends, c'est quoi l'histoire de destinée, tout ça là, et on s'est dit, en même temps on s'est dit attends, on va mettre pause frérot, parce qu'en fait on va attendre la trad officielle. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la trad officielle, il y a des différences, surtout que les traducteurs, eux, de manière officielle, ils ont des annotations et ils ont une matrice de travail différente que les frérots qui font la traduction le jeudi à l'arrache avec des fichiers de qualité merdique qui clean au mieux qu'ils peuvent, tu vois. Donc forcément, c'est pas la même. Et là, c'est clairement pas la même. Dans la première traduction du jeudi, on part sur une connotation où on te dit Shanks c'est l'élu. C'est vraiment personnalisé pour Shanks, c'est lui, c'est l'enfant de la destinée, c'est tourné dans le sens où il est l'élu. Et là, finalement, dans la traduction qu'on a ce dimanche, c'est pas du tout ça. C'est tu es un enfant du destin Shanks, ne te complique pas trop la vie. Surtout le tu es un enfant du destin Shanks, ça prend tout son sens parce que nous, on sait d'où vient Shanks et c'est clairement un enfant du destin. À God Valley, il finit dans un coffre volé par Roger, le pire ennemi du gouvernement mondial, celui qui va trouver le One Piece, et c'est l'une des familles les plus prestigieuses des Tenryubito qui débarque, et il devient l'un des pirates qui emmène du coup ce capitaine jusqu'à l'interdit absolu trouver le One Piece. Donc oui, c'est clairement un enfant du destin, mais c'est absolument pas l'élu. Et même si on parlerait pas de cette connaissance, et même si on n'avait pas connaissance de la genèse de Shanks, le tu es un enfant du destin, Shanks veut tout simplement dire que c'est un personnage important qui a une destinée importante dans l'œuvre, mais que c'est pas le personnage central de l'œuvre, contrairement à la première traduction du jeudi, qui ramenait réellement dans le sens c'est absolument Shanks l'élu. Et j'en ai parlé sur Twitter et il y a un frérot qui m'a dit mais non mon ref, les deux phrases veulent dire la même chose. Et j'ai mis les deux phrases. C'est tout. Je mets les deux phrases et je demande est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Il y a encore cette notion sur la trad du jeudi, part du principe que Shanks serait l'unique élu, au singulier, donc c'est vraiment lui l'élu, un enfant de la destinée, l'enfant unique. Et la trad du dimanche part du principe que non, c'est un enfant qui fait partie d'un ensemble de personnages extrêmement importants, mais ça le décentralise de l'œuvre et ça fait pas de lui l'élu absolu de l'œuvre. Et je dis ça, c'est important parce que pas toutes les théories qui sont sorties actuellement, c'était sur Shanks l'élu absolu, Shanks le grand élu, l'histoire de l'élu de One Piece, alors qu'en fait la trad était pas bonne quoi. Après ça a toujours plus ou moins été le cas sur lui au niveau des théories. Les gens supputaient, je te pique le mot, hein, j'ai le droit de le piquer, les gens supputaient depuis des années du coup que c'était l'élu machin avant ce chapitre, je veux dire. Donc j'ai l'impression que c'est plus en mode une habitude. Aujourd'hui, les gens se sont dit c'est validé, tu vois. Je vois ce que ils ont vu valider rapidement, quoi. Alors que, c'est pour ça que des fois, dans des chapitres comme ça, il y a des chapitres, je trouve, où t'as pas forcément besoin d'attendre la trad dimanche parce que t'as pas de. C'est surtout graphique. Plus que des éléments. Là, c'est pas graphique ce chapitre-là. Il nécessite d'attendre la trad du dimanche parce qu'il y a beaucoup d'informations et tu peux te taper une théorie de 40 minutes à 1 heure sur un truc qui est factuellement faux. Ouais. Écoute, qui n'est jamais dit dans le manga. Neil, t'as piqué supputé, moi je vais te piquer in fine et a fortiori. Prime. Open bar. Mais je te dirais que a fortiori, il devrait y avoir consensus pour dire que in fine, j'arrête de faire le con. Il devrait y avoir consensus pour dire que, in fine, t'as totalement raison. Et la tournure de phrase est extrêmement différente. Comme tu l'as dit, on n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que un enfant et l'enfant, c'est pas la même chose. Parce que dans le premier cas, ça sous-entend que t'es un mec qui a un rôle à jouer parmi tant d'autres, alors que dans l'autre cas, t'es Luffy. Hein. Enfin, t'es Luffy, on se comprend. T'es qu'un seul et t'es le mec que tout le monde attend. Et donc, ça peut pas être le cas. Roger, il le dit lui-même. Hein. Ils ont déjà trouvé le One Piece. Et il dit à Rayleigh, c'est mon fils Shanks, c'est mon fils qui trouvera le One Piece. S'il savait que c'était Shanks l'élu, il dirait pas c'est mon fils qui trouvera le One Piece. Et Rayleigh dit mais t'as pas d'enfant. Il dit pour l'instant. Ouais. Et finalement, il s'est né. Donc déjà dans le manga, automatiquement, Roger ne dit que c'est. J'irais même plus loin. C'est Shanks qui trouvera quoi. T'as raison. Si pour Shanks, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Si pour Shanks est l'élu, pourquoi sacrifier un bras pour un gamin qui n'est même pas l'élu? Bizarre, non? Peut-être que je suis fou, hein, peut-être que... Je sais pas, peut-être que je suis fou. Non, après, peut-être que c'est les deux. Peut-être que tu es fou et que tu as raison. Je suis un fou parmi les hommes ou un homme parmi les fous.
Ah putain de merde. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu par... Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Sur la destinée, ouais, on est d'accord. On est tous d'accord. Ok, et ben écoutez, on va pouvoir terminer tranquillement avec... bon, après, il y a le truc drôle avec Gabane qui fricote dans le port et tout. Gabane, bon, voilà. alias... moi, je vais lui trouver un nom. C'est Johnny Depp, Gabane. Après, on vous a pas menti. Hein. Johnny Depp de fou. On vous a dit, grand ratiboiseur, vous ne nous avez pas écouté. Ben voilà, Oda qui le met dans le chapitre. Non, mais les gens... En fait, le problème, c'est que les gens veulent pas écouter. Les gens veulent pas écouter. Après, quand ça arrive, ils disent « Ah, on est choqués. » Bah ouais, bah vous écoutez pas. Voilà, mais maintenant, Oda vous le met dans le chapitre. Cet équipage, voilà. Hein. Bizarre, hein. Entre un dans chaque port. Arrête de pleurer. Nil, arrête de rager. Nil, arrête de rager, c'est des côtes. Il n'y a pas eu la guerre des harems avec Oden, hein? Attention, moi je suis pas le défenseur d'Oden, hein. Moi je te demande juste tes arguments. Les arguments que tu avances sont plutôt convaincants. Je dis que tu as raison. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi. Hein. Tu apportes des éléments intéressants, je dis oui. Oden est un fou furieux, ça on le savait. Bon allez, blague. Sony, c'est quoi ton avis global sur Harald, flashback dans un flashback, Harald qui a appelé bah, une ordure. Tu vois, t'as eu la lumière, là j'ai eu un flash céleste. Là je vais faire le circuit arc-en-ciel juste après, frérot. Mais... Attends, j'active le chronomètre. Vas-y, frérot. Mais pour moi, Harald, bah, ça va être une pourriture gamin parce que finalement, il a 15 ans en âge humain, il a un comportement de con, il va voyager, il va changer, on va s'attacher à lui de fou furieux, il va voir comment fonctionne réellement le monde, il va changer Elbaf pour le bien d'Elbaf et pour contrecarrer finalement le gouvernement mondial. Là, je rejoins ta lumière à toi, un personnage qu'on connaît pas forcément, va le tuer. Le fait qu'il va mourir, ça va énerver le gouvernement mondial parce que du coup, le plan qu'ils avaient mis en place, il est plus d'actualité. Mais quoi qu'il arrive, Harald, il comptait pas vendre ses gars, je pense pas. Et donc, du coup, le Harald, on va s'attacher à lui et ça va être un flashback comme d'habitude. On va remonter jusqu'aux 14 ans. On va remonter jusqu'à l'événement du meurtre, du coup, de Harald. Et ça va être un des personnages qu'on va kiffer de fou, comme Dr. Yulu, comme plein de personnages qui sont morts dans One Piece. On se dira, putain, mais quel goat c'était. Et ça sera Harald. Voilà. Oh, mais tu as été plutôt rapide, plutôt concis. Circuit de fou, frérot. J'ai pris les dérapages. Bah, j'aime bien. Écoute, Nil, tu veux rebondir? Je vais rebondir sur un truc, c'est le mot ordure. Frankie en était une quand on l'a rencontré. Hein. Oui, oui. Et moi perso, je le kiffe aujourd'hui, tu vois. Et ça a été, quand on l'a rencontré, je rappelle, nous, en tant que lecteurs, on est des Mugiwara. Hein. Il nous a volé 200 millions. Je le rappelle. Et il a tabassé Usopp à une époque où on l'aimait encore bien, tu vois. Il a fait des dingueries au moment où il a débarqué, tu vois. Et pourtant, Oda a réussi à le développer à tel point qu'il l'a intégré à l'équipage. Donc, je ne doute pas du fait que on va réussir à kiffer à la fois Harald et... C'est un peu différent, mais Robin qui travaille avec Crocodile, bon, on apprendra qu'elle n'a pas trop le choix et tout, mais on dit ça, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pour dire que, après, bon, Robin, c'est vraiment un cas, voilà. C'est pas... Moi, ce que j'aime, c'est la tournure de phrase. Était une immense et formidable ordure. Je sais pas si on se rend compte. C'est une ordure de compétition, frérot. En plus, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser, formidable. Moi, ça me termine. Une immense et formidable ordure. À 2 doigts de nous dire que c'était une grosse merde. C'est formidable. Une grosse merde. Tu vois, je dis encore formidable. En fait, le mot est bien employé. C'est une formidable ordure. Je vais faire un paradoxe, mais le frérot, il est arrivé maintenant. Il y a aucun alors, juste, je fais mon paradoxe. Mon parallèle, pardon. Là-dessus, c'est comme si il y a quelqu'un qui te dit cette personne-là, il faut lui marcher dessus, virgule. Donc déjà, la première partie de la phrase, elle est chaude. Du pied gauche, ça porte chance. Le problème, c'est que là, en fait, je suis à Los Angeles. Et avec le décalage horaire, je pensais que c'était 21h de chez moi. Ok, ben vas-y, Broken, pendant que t'es là, en vrai, si t'as des trucs à nous dire par rapport à Harald, c'était le dernier sujet, du coup. Harald, mentalité et puissance? Tout. Ok. Bah, je vais parler de la mentalité et puis après de la puissance. Alors moi, par rapport à Harald, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que là, on a eu une nouvelle information qui est que c'était l'ami de Shanks. Donc, étant donné qu'il est l'ami de Shanks, il peut pas faire partie du gouvernement mondial à 100%. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a conclu un accord avec le gouvernement mondial, parce que de toute façon, il était sur Marijois, et pour être sur Marijois, c'est qu'il y a été invité. Et par rapport au dire des chevaliers divins, forcément, il avait un lien avec eux, et un lien où Harald essayait de les aider. Mais moi, je pense que Harald, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait mine de les aider, et qu'ensuite, malheureusement pour lui, il a fait en sorte d'affaiblir Elbaf, de créer des bibliothèques, de créer des écoles pour que Elbaf se pacifise et puisse
justement avoir des enfants qui, eux, ne connaîtront pas la guerre, donc affaiblir l'armée d'Elbaf. Le gouvernement ne l'a pas apprécié. Ils ont envoyé... en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu Harald, comment on appelle ça, démoniaque, comme ils l'ont fait avec Doré et Broggy, parce que c'est ce qu'ils ne voulaient pas être. Ils l'ont diabolisé. Exactement, parce qu'ils ne voulaient pas être comme ça. Et comme punition pour justement avoir fait en sorte d'affaiblir Elbaf, je pense que Imu et le gouvernement, ils ont fait en sorte de diaboliser Harald et de le faire devenir la chose qu'il ne voulait pas être. Et à partir de ce moment-là, bah, les gardes l'ont tué, parce que c'était devenu un démon, c'était plus du tout le Harald qu'ils connaissaient. Ils l'ont tué, après, s'en est pas suivi ce qui s'en est suivi. Et par rapport à sa puissance, on n'a pas d'informations. Moi, je pense qu'Harald, il est quand même assez fort. Mais comme je disais, assez fort, tout est relatif. Pour moi, il n'est pas aussi fort que Loki aujourd'hui, pas le niveau d'un empereur et tout, qui sont réservés quand même à une élite de One Piece. Mais je pense qu'il pourra avoir le niveau de commandant. Alors, pas les commandants comme Marco, Katakuri et tout, mais les commandants d'en dessous. Je pense qu'il pourrait atteindre ce niveau-là à son pic. Au vu de ses gènes, parce qu'il faut savoir que c'est aussi un géant antique, après la taille de Loki, la taille de Oz, au vu de ses gènes et autres, je pense que c'est tout à fait louable pour le roi des géants. Et voilà, après on aura plus d'informations dans les chapitres à venir de toute façon. Donc... Ok, je veux ton avis sur un dernier truc. Dans le chat, tout à l'heure, on m'a demandé le niveau de Loki. Et moi j'ai dit que Loki avait le niveau empereur. Ils m'ont vu comme un fou. Est-ce que tu peux leur dire... Oh là, tu me fais plaisir. Ben oui. Bon, écoute, c'est simple. Déjà, de 1, il a le HDR confirmé dans le chapitre, Loki. À partir du moment où il a le HDR confirmé et qu'on parle de battre les chevaliers divins, c'est qu'il faut avoir le HDR+. Voilà. Bon, Yamato a le HDR+, et tout. Maintenant, on va parler de Loki. Loki, le fait qu'il ait le HDR+, le fait qu'il ait un acquis de l'observation très très développé, alors qu'il a des menottes en granit marin et que je rappelle que les menottes en granit marin affaiblissent les utilisateurs de fruits du démon. Et en plus de ça, tu ne peux pas utiliser ton acquis à 100% quand tu as des menottes en granit marin en tant qu'utilisateur de fruits. C'est pour ça que Luffy à Udon ne pouvait pas utiliser son acquis. Malgré ça, Luffy, pour atteindre le niveau de HDO de Loki, en avoir un semblable, il a fallu qu'il power up. Quand il dit c'est Chopper qui est tombé et tout, je sais pas comment j'ai su que c'est Chopper. En fait, on voit très clairement que Luffy a évolué. Loki, bon, il connaît pas Chopper et tout, donc il pouvait pas savoir que c'était lui, mais il a su lui aussi que des mecs étaient tombés derrière la montagne. Ça veut dire qu'il a un HDO super développé et que Luffy, avant Elbaf, n'était pas capable de faire ce que Loki faisait avec son HDO. Donc ça fait déjà 2 compétences, déjà que les Amuro n'ont pas, mais bon, on s'en fout de ces golemons, mais ça fait déjà 2 compétences quand même qui sont énormes dans le monde de One Piece. Ensuite, bon, la même chose qu'Harald, géant antique, il fait la taille de Oz, physiquement, c'est monstrueux. Et après, les gars, le Ragnir, le Mjolnir, Loki, c'est à la fois Thor, à la fois Loki, à la fois Odin, et à la fois, comment il s'appelle, Fenrir. Et c'est quasiment toute la mythologie nordique en un seul personnage. Je ne vais même pas parler de la fresque et du fait que Loki, il est représenté à côté de Joy Boy, donc Luffy et Loki qui sont représentés sur la fresque côte à côte avec une place très importante en train de combattre le plus puissant monstre de l'histoire de One Piece. Mais quand on met tous ces éléments mis bout à bout, avec le Ragnir et tout, on peut facilement dire que Loki c'est niveau empereur. Oui, bah écoute, je valide totalement. Moi, ce que je leur ai dit, c'est que quand on avait le chapitre avec Loki qui prend Ragnir et qui fait un bordel et que tout le monde est choc-barre, et je pensais, enfin à l'époque il y avait consensus, tout le monde disait Yonko et tout. Bah depuis le temps a passé, je sais pas, les gens ils le voient comme un kangourou. Il y a un mec qui m'a dit Greg c'est un. Non. Je sais pas vous. On m'a vu comme un fou. J'ai cru que j'étais, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Merci de l'avoir aussi bien vendu. Je t'appellerai de temps en temps pour que tu nous vendes. S'il y en a qui veulent des figurines, je vous les vends les figurines. Chronique ou pas chronique alors? Si t'es chaud, mais après je pense qu'on va d'abord libérer les frérots pour que tu termines la chronique avec moi. Non, je pense que... non, libère personne. Tu as cru que c'était Mister You? Non ou mais quoi? frérot. On libère personne. Non mais frérot, il est 1h du mat, ils vont peut-être se lever On tôt. les laisse à Impel Down. Vas-y, moi je vais assister à la chronique du Tu veux faire la chronique? C'est parti. Alors, l'origine de la vie est à la base de chaque histoire, dont la nôtre. Religion et science se penchent sur ce sujet depuis toujours. Chez les Grecs, par exemple, on a les protogonos qui sont les créateurs de l'univers. Et pour Darwin, on est les descendants d'un chimpanzé grenouille et d'un poisson écureuil. La théorie la plus connue là-dessus, c'est celle de la panspermie, qui dit que l'origine de la vie est extraterrestre. C'est toujours par les 2 voies dont j'ai parlé juste tout à l'heure. La voie scientifique nous parle de blocs de glace qui se sont décongelés en frappant la Terre
et qui ont libéré les prémices de l'atmosphère. C'est donc du coup ce qui a donné la possibilité des conditions pour que Luca se développe avec sa soupe primordiale. La seconde voie, celle qui nous intéresse et qui se base sur la croyance, vient nous questionner sur la possibilité de l'utilisation de la théorie des anciens astronautes par Oda. Les fresques sur la Lune trouvées par Enner sous-entendent du coup que l'un des 6 satellites de la planète bleue était autrefois, plein de ressources, avant de toutes les épuiser. On n'a qu'une seule lune, nous, sur Terre, mais dans One Piece, il y en a 6 qui tournent autour de la Terre. Ça laisse donc 6 possibilités de genèse assez intéressantes. Là, je citais la lune qu'on connaît avec Enner, donc du coup, ça pointe vraiment vers les anges, donc Skypiea, Bilka, Chandora, tout ça. Et les Lunaria d'ailleurs, qui portent carrément le nom de lune, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un autre point, même si les silhouettes sont à prendre un peu à la légère dans One Piece, on a Uranus qui ressemble beaucoup à une soucoupe volante assez classique des vieilles fictions de films ou quoi. Et on a aussi du coup des populations différentes qui vivaient donc du coup sur Fairyverse comme je l'ai expliqué. Tous ces éléments vont nous expliquer, en fait, vont nous amener, questionner sur l'origine de la vie de la planète bleue. Et du coup sur le fait qu'elle peut être extraterrestre. On sait que les anges, comme je disais, ont autrefois vécu sur la Lune, que le mot Lunaria prend pour racine la Lune elle-même, qui est aussi un symbole pour les habitants du croissant fertile de nos premières civilisations. Et encore une fois, je vais mélanger mythe et science. On se retrouve avec un peuple, donc les Lunaria, qui lie la résistance des Sumériens, l'exode et les conditions de vie uniques de Fairyverse, qui ont influé, par exemple, sur peut-être la capacité des Lunaria à produire des flammes. Et évidemment, à survivre à peu près tout. On sait aussi qu'on grandit de quelques centimètres dans l'espace. Ça peut être aussi un petit clin d'œil à la taille des Lunaria, toujours en prenant en compte le fait que les récits sumériens parlent eux aussi toujours de personnes de très grande taille, comme Gilgamesh ou Enkidu. On ne va pas oublier que la planète bleue est bien plus grande que la Terre. Pour exemple, sur la planète Terre, on peut placer que 4 fois Alabasta sur le diamètre, alors qu'il existe entre 10 et 20 millions d'îles dans l'univers de One Piece selon Marco. Parmi ces îles, il y a Alabasta qui représente un tout petit point, quoi. Le monde était encore plus grand avant l'ère océanique et Alabasta existait déjà. Ma première question là, c'est qui pouvait parcourir des pays aussi gigantesques si ce n'est les anciens géants comme Verse. Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune, l'un des récits les plus prophétiques et précis de l'histoire de la fiction et de la science. Peut-être qu'Oda a voulu jouer là-dessus en faisant faire du coup aux Skypiens et aux autres anges le chemin totalement inverse. De la fresque d'Enner à celle d'Elbaf, il n'y a qu'un pas, et les illustrations présentes sur les fresques des ruines de Skypiea ou de l'Upper Yard parlent déjà d'elles-mêmes. Et je ne parle même pas des ressources épuisées qui ont forcé les anges à descendre sur les mers blanches et bleues, mais de Nika et du démon à tête de serpent contre qui il s'est battu. Au final, le premier monde, c'est celui qui a mené au déluge. Mais une question reste en suspens. Comment ce premier monde s'est-il organisé à la base et d'où vient-il? Parce qu'on s'attarde très souvent sur Nika, mais au final, Nika, c'est que la fin de l'histoire, un peu comme Joy Boy. L'ère océanique a commencé avant le début du siècle oublié, il y a 1500 ans. Pour prendre un autre exemple dans le temps, on a le palais d'Alubarna, je le dis souvent, à Alabasta, 4000 ans. Le One Piece, c'est pas le dernier des mystères. L'histoire que Im cherche à nous cacher ne s'arrête pas au siècle oublié et l'origine de la montée des océans ne dépend peut-être ni d'un camp ni de l'autre. À la fin du monde, la légende parlera de sacrifice et même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher son retour. Afin de devenir la rosée qui baigne ces terres et d'épargner les sables, les mers et les cieux, assisterons-nous à un sacrifice silencieux. Ah, il est trop chaud, non, c'est une dinguerie. Allez, frérot. Non, là, il s'agirait de se taire et d'applaudir, là, au bout d'un moment, les frérots, je suis désolé. J'ai vu des ZZZ en mode je m'endors, je vais tous vous attraper. Non, je suis désolé, Neil, c'était trop, c'était peut-être, non, ton seul tort, c'est de pousser la réflexion peut-être un petit peu trop loin pour ces faibles d'esprit. Tu vois ce que je veux dire, Neil? Peut-être que, n'exagérons pas. Non, n'exagérons pas. Non, mais je suis désolé, frérot, mais la qualité que tu proposes, c'est, cette qualité, je la retrouve, pas souvent. Donc merci beaucoup pour ces recherches. Il y a un mec qui dit on te taquine, ouais, c'est ça, bande de merde. Très bonne soirée, ciao. Vas-y, big up.